Il est 5 heures du matin. Nous sommes partis de Gizeh hier soir à 20h30. Nous arriverons à Luxor dans moins d'1 heure et demie. Luxor s'est construite sur les ruines de la cité antique de Thèbes, pour la première fois capitale de l'Égypte, il y a 4000 ans, sous le règne de Mentuhotep II. Puis elle perd son statut de capitale, qu'elle retrouve à la XVIIe dynastie, il y a environ 3600 ans. La montagne thébaine devient alors la nécropole des pharaons, jusqu'à Ramsès XI, le dernier à y être enterré, il y a 3000 ans. Avant de porter le nom arabe de Luxor, la ville s'est appelée Ouasset au temps des pharaons, et les Grecs lui ont donné son nom de Thèbes. Nous sommes attendus par Abdou, qui sera notre guide pour la semaine à venir. On commencera par la visite du temple de Der el-Bahri, qu'on connaît mieux comme le temple d'Hatchepsout. On traversera le Nil pour aller sur la rive ouest, en face du temple de Karnak. La déesse Nekbet à tête de vautour étend ses ailes pour protéger la Haute-Égypte et le pharaon. Nous arrivons au Djeser Djezerou, le sublime des sublimes, puisque tel était son nom à l'origine. Nous avons la chance d'être là de bonne heure, les boutiques de souvenirs sont encore fermées et nous aurons le site pour nous tout seuls. On voit sur cette reconstitution qu'il y avait en fait 3 temples. Le plus ancien, celui de Mentuhotep II. Il a inspiré l'architecture des 2 autres. Le temple de Thoutmôsis III a disparu sous les éboulis de pierre. Ce n'est qu'en 1962 qu'on l'a découvert. Les premières fouilles du temple des millions d'années d'Hatchepsout datent du milieu du XIXe siècle. Un monastère copte, dont on voit encore la trace sur cette photo, s'était installé ici au 7e siècle. Depuis 1961, la restauration est confiée à une mission archéologique égypto-polonaise. Suivons-les, nous allons faire un retour de 3500 ans dans le passé. Comme la plupart des touristes, nous ne verrons pas le portique de la Grande Cour. Nous monterons directement la rampe d'accès de 50 mètres qui mène à la 2e terrasse. Ce sphinx d'Hatchepsout au visage peint en jaune est l'un des survivants des 120 sphinx qui bordaient la chaussée montante, appelée Dromos par les Grecs, qui reliait ce temple au temple de la vallée, connecté au Nil par un canal. Un temple des millions d'années, qu'on appelle aussi château des millions d'années, avait pour fonction de perpétuer le culte funéraire du roi et d'assurer ainsi sa survie pour l'éternité. Dans le même temps, ces monuments étaient consacrés à un culte divin, ici à celui d'Amon, Hathor et Anubis. Nous sommes ici dans la partie sud de la 2e terrasse, avec la chapelle d'Hathor et le portique de l'expédition Pays de Punt. Hathor est une très ancienne et très importante divinité. C'est une déesse aux multiples pouvoirs, que l'on adore et que l'on craint. Elle est représentée de plusieurs façons, mais toujours avec sa couronne, le disque solaire tenu entre des cornes de vache. Sur les murs de la chapelle, on la verra nourrissant Hatshepsut, mais aussi lui léchant la main. Des reliefs colorés bien conservés montrent plusieurs scènes de fête célébrées en l'honneur de la déesse.
Entre mythe et réalité, le pays de Punt a représenté pendant près de 2000 ans un véritable Eldorado pour les anciens Égyptiens. En plus de l'objectif principal qui était de rapporter des arbres à encens, l'expédition ramène des bois et des métaux précieux, de l'ivoire, des animaux sauvages, du bétail et les palmiers dont on voit encore la trace dans la grande cour du temple. De nouvelles relations viennent d'être établies avec le pays de Punt. Soudan, Éthiopie, Yémen, on ignore encore où se trouvait ce mystérieux royaume. Au cours de la 8e année du règne d'Hatchepsout, une flotte de 5 navires d'environ 20 mètres de long quitte la ville de Thèbes. Sur chacun d'eux, 30 rameurs, 21 hommes d'équipage, 8 soldats et un officier sont présents. Des centaines de produits sont entassés sur ces bateaux en guise de monnaie d'échange. À leur arrivée, les Égyptiens sont frappés par la présence de maisons sur pilotis auxquelles on accède par des échelles. Les scènes nous montrent une table sur laquelle les Égyptiens ont posé des produits qu'ils ont ramenés des deux terres afin de les échanger contre des produits locaux. Même martelée, on devine Hatshepsut assise en majesté, son cas derrière elle et les lions protecteurs sous son siège. Dans la mythologie égyptienne, la théogamie représente la conception du nouveau roi directement par le dieu qui prend l'apparence physique du pharaon pour s'unir avec la grande épouse royale. En faisant représenter cette scène sur les murs de son temple, Hatshepsut légitime son titre de pharaon. Les conventions artistiques égyptiennes montrent les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles devraient être. Malheureusement, la fresque est en mauvais état. La voici reconstituée pour qu'elle soit plus lisible. Le dieu Amon annonce son intention de doter l'Égypte d'un nouveau roi. Thoth, le dieu de la connaissance, de l'ordre et de la sagesse, lui recommande la reine Armès. Le tableau suivant représente l'union charnelle du dieu et de la reine qui donnera naissance à Hatshepsut. Ensuite, avec le limon du Nil, Khnum, le dieu potier, modèle sur son tour l'enfant roi et son cas. La déesse grenouille Eket préside aux accouchements depuis les plus hautes époques. La reine Armès, enceinte, est conduite sur le lieu de la naissance par Khnum et Eket. Voilà la scène telle qu'elle figure sur le mur du temple. On voit ensuite la reine tenir le nouveau-né dans ses bras en présence de plusieurs divinités. Puis, Hathor présente Hatshepsut à Amon. Pour finir, Hatshepsut est présentée aux divinités du pays. Thoutmôsis III a achevé la construction du temple. Il s'est fait représenter ici avec Amon-Rê. Anubis est lui aussi très ancien dans la mythologie égyptienne. C'est le dieu de la mort, de la momification et de l'au-delà. Il conduit les âmes des défunts dans la salle du jugement dernier où règne Osiris. Il est le plus souvent représenté par un homme à tête de chien noir ou de chacal. Les anciens Égyptiens se sont inspirés des étoiles de mer pour représenter les étoiles du ciel. On voit ici Thoutmôsis III offrant du vin au dieu Sokar, ancien dieu funéraire de la région de Memphis. Malgré la protection de la déesse Nekhbet, l'image d'Hatshepsut a été effacée. Elle consacrait la grande offrande à Amon-Rê, le maître des lieux ici et dans tous les temples d'Égypte. La scène se répète avec Anubis. Hatshepsut, martelée, se trouvait entre la déesse Nekhbet et le dieu Ré-Orakti.
Dans le vestibule, 2 Anubis tendent le signe de vie à Hatshepsut, encore une fois effacé. En dehors de la famille royale, seuls quelques prêtres avaient accès à la 3e terrasse. Autrefois, 24 statues représentaient Hatshepsut en colosse osiriaque. Il en subsiste 8. Hatshepsut est le seul pharaon qui a osé se faire représenter non seulement avec les sceptres de la royauté osirienne, mais aussi avec les sceptres de la royauté solaire. Elle a dans ses mains le flagellum et le Héka, qui sont les 2 sceptres de la royauté d'Osiris, que tout pharaon tient en main, et 2 attributs complémentaires, la croix de vie Ankh et le signe Oas. Là, ce sont des éléments exclusivement solaires et qui sont donc divins. En s'appropriant ces 4 symboles, elle montre qu'elle a atteint l'éternité ou qu'elle a atteint l'immortalité. Depuis ce portique, on entrait dans la cour des fêtes par une superbe porte en granit rose d'Assouan. C'était une cour à péristyle, c'est-à-dire entourée par une galerie de 2 rangées de 34 colonnes, dont il ne reste que quelques bases aujourd'hui. En face de l'entrée se trouve la partie la plus sacrée du temple, le sanctuaire d'Amon-Ré. De part et d'autre, la paroi est percée de niches, décorées de scènes d'offrandes funéraires adressées à Thoutmôsis II. Ces niches contenaient des statues d'Hatshepsut, représentées assises dans les petites, et en statues osiriaques de 2 mètres de haut dans les grandes. Au sud de la cour se trouvaient les chapelles funéraires de la famille royale. Dans une des salles, on célébrait le culte funéraire de Thoutmôsis Ier, dans une autre, celui d'Hatshepsut. Nous voici maintenant devant la paroi nord, celle sur laquelle on peut voir les scènes de la belle fête de la vallée. Malheureusement, elles sont peu visibles. La belle fête de la vallée est une des fêtes les plus importantes du Nouvel Empire, célébrée depuis le règne de Montotep II. À l'occasion de cette fête, celle de la régénération des morts, la barque processionnelle d'Amon-Ré quittait le temple de Karnak, traversait le Nil et empruntait l'allée processionnelle qui mène au Djéser Djéserou. Le pharaon et les prêtres conduisaient la procession jusqu'au sanctuaire de la divinité, creusé dans la falaise. De l'autre côté du mur de la belle fête de la vallée se trouve la cour solaire à ciel ouvert, consacrée à Réoracti, le grand dieu solaire d'Héliopolis. Plus encore que partout ailleurs dans le temple, la cour des fêtes a été un gigantesque puzzle à reconstituer. J'ai appris par mes amis qu'on appelait ce travail anastylose. Des centaines de fragments ont donc été remis à leur place d'origine, et il est difficile à un non-initié de les identifier. Voici quand même quelques jolies scènes de fête qu'on peut voir sur la paroi est. Après des années de restauration, le sanctuaire a été ouvert au public en décembre 2017. Le propylée qui conduit à la porte de granit n'existait pas au temps d'Hatshepsut. Il date de la période ptolémaïque au IIe siècle avant notre ère. Entièrement creusé dans la montagne, le sanctuaire se composait à l'origine de 2 salles, le reposoir de la barque et la chambre de la statue qui n'est pas ouverte au public. C'est là, sur un socle, que durant 2 jours de la belle fête de la vallée, séjournait la barque sacrée d'Amon-Ré. Elle était entourée de 4 torches et de 4 bassins de lait. Nous voyons immédiatement 2 statues osiriaques d'Hatshepsut, dont les têtes se trouvent au Metropolitan Museum of Art de New York.
Le reposoir de la barque est le seul endroit de Der el-Bahri où on peut voir tous les membres de la famille d'Hatchepsout, les vivants et les morts. Les vivants sont représentés sur le côté est des parois, les morts sur le côté ouest. Ces deux mondes se rejoignent autour de la barque sacrée pour le rituel de la grande offrande. C'est ce que montre le décor des deux parois, patiemment, bien que partiellement reconstitué pendant 10 ans. Cette scène montre un pharaon agenouillé suivi par un enfant. L'enfant ne peut être que Néferouré, la fille d'Hatchepsout et de Thoutmôsis II. Mais qui est le pharaon? Hatchepsout ou Thoutmôsis III? Seule leur cartouche permet de les identifier. Ici, on voit très bien une tentative d'usurpation d'identité. On a voulu remplacer le nom d'Hatchepsout par celui de Thoutmôsis III. Mais la tentative a échoué. Au-dessus de cette frise d'oiseaux réquites symbolisant les sujets d'Hatchepsout se trouve une scène souvent représentée en Égypte. Le Sematawi traduisait l'unification des deux terres que la mission polonaise a choisi de ne restaurer que partiellement. Hapi, double divinité qui personnifie le Nil, attache ensemble le lotus, symbole de la Haute-Égypte, et le papyrus, symbole de la Basse-Égypte. Je terminerai la visite par la scène qui se trouve au-dessus de la porte qui mène à la chambre de la statue. À droite, Thoutmôsis III agenouillé offre les vases nus à Amon-Rê. En miroir sur le côté gauche, on devrait voir la même scène avec Hatchepsout. Encore une fois, son image et son cartouche ont été détruits, au ciseau cette fois-ci,